Le site de Coptos, au croisement de la vallée du Nil et d'une route courte et facile vers la mer Rouge, était déjà habité au IVe millénaire avant notre ère. Et la ville est restée une capitale importante durant toute l'époque pharaonique. Mais c'est surtout à la période hellénistique et romaine, entre le IIIe siècle avant et le IVe siècle après notre ère, qu'elle connaît un développement commercial considérable, grâce à l'intensification des échanges entre Méditerranée et monde oriental, de la péninsule arabique jusqu'à l'Inde et la Chine, via la mer Rouge et la mer d'Arabie. Elle devient alors un nœud routier et fluvial d'ampleur internationale, une métropole dotée de nombreux et magnifiques monuments, avec des rues bordées de colonnades et de chapelles. De ce glorieux passé, il ne subsiste que les collines de déblais des fouilles anciennes, couvertes de végétation dense et épineuse, d'énormes masses de briques crues informes et des fondations de temples, ainsi que de nombreux blocs de pierres éparpillés. La ville a été dépouillée de ses vestiges par ses habitants anciens et modernes, paysans ou fouilleurs clandestins, et plus récemment par les archéologues. Dès 2005, des nettoyages et fouilles ont été commencés au sud-est du grand temple central, consacré aux dieux Min et Isis, pour tenter de trouver son angle sud-est. Le mur d'enceinte du temple a été rasé par les Romains dès le début de la conquête, sous le règne d'Auguste, et le réseau des rues réorganisé. Sur la surface arasée du gros mur, de nombreux blocs de calcaire ont été mis au jour. Progressivement, tous ces blocs ont été dégagés, rangés et étudiés. Il est vite apparu que certains s'assemblaient entre eux et provenaient de portes qui permettaient d'accéder à l'enceinte du grand temple et d'y circuler. Sur le papier, ce sont finalement 3 encadrements de portes monumentales qui pouvaient être quasiment complètement reconstitués. Alors, pourquoi ne pas les remonter vraiment sur le terrain ? Il fallait au préalable assembler par des goujons les différents éléments qui avaient été fracturés ou dissociés et reconstituer en matière artificielle les parties de pierre disparues. Sur des dalles de ciment implantées près de la fouille, les montants ont été dressés et soutenus par de grandes équerres métalliques, ensuite cachés par de petits massifs de briques. Au début des travaux, on a pu se contenter d'un trépied de 5 mètres et d'un palan pour remonter les blocs. Mais les choses se sont compliquées quand il s'est agi de lever les linteaux et les corniches à plus de 6 mètres de hauteur. Un échafaudage léger en tube métallique a été installé, puis complété par des éléments de bois. Planches pour les niveaux de circulation et au dernier étage, grosses poutres bien délicates à installer pour accrocher le palan. Une fois l'installation terminée, il faut amener les grandes pierres au pied des portes. On recourt de nouveau à l'usage du trépied pour soulever le bloc et le poser sur un chemin de roulage fait de planches. La technique du roulage, qui limite les efforts, était déjà employée dans l'Antiquité et continue à être pratiquée sur les chantiers d'aujourd'hui. Le levier est aussi un très vieil instrument des bâtisseurs. Voilà le linteau prêt à être soulevé. Avant de le monter dans les airs, on vérifie soigneusement que l'élingue est correctement fixée. Il monte lentement mais sûrement. Le bruit de la chaîne du palan sert de fond sonore à toutes ces opérations. Enfin, cette première grosse pierre va être mise en place. Même si on est impatient de l'avoir posée, il ne faut surtout pas brusquer les opérations dans cette dernière phase. Le linteau est trop fragile pour pouvoir supporter, en plus de son poids, celui de la lourde corniche qui va venir au-dessus. Donc on a dû le décharger en le posant sur des poutres métalliques. Les derniers calages fins sont réalisés au levier par nos spécialistes. Il reste à poser la corniche. Ce n'est pas l'opération la plus facile, puisque contrairement à tous les usages de la construction pharaonique, cette corniche était en 2 parties et non monolithique. Son profil à gorge ne facilite pas les manipulations. On y est presque. Avec le linteau déjà en place, les manœuvres sont plus compliquées. On a pivoté et posé la corniche sur un plancher provisoire pour mieux contrôler le levage et la pose. La première moitié est en place et la seconde prête à prendre le même chemin. L'ajustement des 2 blocs est assez délicat, vu leur masse et les conditions d'équilibre. Mais le disque solaire, flanqué des 2 uraillis, est finalement réuni. Le remontage de la porte B est terminé.
plus qu'à recommencer les opérations juste à côté pour la porte A, légèrement plus grande, mais l'équipe est maintenant rodée. Cette seconde porte étant moins bien conservée, il a fallu la doter d'une armature métallique pour sécuriser le remontage. Là aussi, l'habillage de briques permettra de cacher ces renforts et de rappeler le contexte original de ces portes, qui perçaient de gros murs de briques crues. Maintenant, les portes donnent un point de repère visuel dans cette vaste zone archéologique. Nous avons acquis une expérience d'anastylose avec des moyens modestes mais efficaces. D'autres remontages sont prévus dans les prochaines saisons pour améliorer la lisibilité du terrain, dans l'espoir que le site sera un jour ouvert pour les visites touristiques.